Je propose qu'on démarre pour voilà, l'ensemble des personnes qui ont pu se connecter à l'heure. Donc, bienvenue dans ce webinaire consacré à la prévention des risques et les conditions de travail des personnes qui restent dans les entreprises à la fin d'un plan de réorganisation, d'un PSE ou une autre modalité. Donc, je suis Hélène Perrovidal, donc je suis associée du cabinet CECAFI. Je suis dans le groupe depuis maintenant une dizaine d'années et j'occupe aussi la fonction d'animatrice métier sur tout ce qui est les missions liées au travail et aux risques professionnels. Et donc, je suis accompagnée par Franck. Bonjour à toutes et à tous, Franck Escoubès, je suis cofondateur de la société Bluenove. Nous avons rejoint le groupe Alpha il y a à peu près un an et nous sommes une société spécialisée en écoute des parties prenantes, écoute qualitative et massive. On utilise le digital et on utilise l'analyse sémantique et l'intelligence artificielle pour donner corps et restituer les propos, les verbatims des parties prenantes. Donc, on est ensemble pour 45 minutes environ. On va vous partager un support qu'on va vous présenter, Franck et moi, pendant une demi-heure environ. C'est un support qui vous sera envoyé à l'issue de la présentation. Et ce qu'on vous propose, c'est de mettre vos questions plutôt dans le chat du webinaire et on y répondra à la fin. On prendra 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à vos questions à la suite de notre présentation. Donc, quel est le sujet? Donc, comme je vous le disais en introduction, pour nous, c'est un petit peu à rebours en fait de ce qui se passe le plus souvent. Il est essentiel d'améliorer également les conditions de travail des salariés qui restent au sein d'une entreprise. Et pour cela, bien sûr, nous, on a un cabinet qui accompagnons les représentants du personnel dans toutes les dimensions et toutes les prérogatives de leur mandat. Donc, c'est important pour nous de le faire dans le dialogue, dans la consultation avec les IRP, parce qu'ils constituent des leviers importants pour garantir justement la mise en place de mesures qui soient les plus adaptées possibles. Au travers de ce webinaire, on va passer en revue un certain nombre de sujets. Donc, quels sont les enjeux prioritaires à nos yeux des conditions de travail après un plan social? Le rôle, bien sûr, du dialogue et de la consultation avec les représentants du personnel et bien entendu avec les salariés dans ces circonstances-là. Et on terminera en voyant les leviers d'action pour les élus du CSE et les organisations syndicales. Donc, dans le cadre d'un projet de restructuration, bien sûr, naturellement, en priorité, l'attention des représentants du personnel, mais également des directions qui pilotent ces plans de restructuration, on se porte en priorité sur celles et ceux dont le poste est supprimé. Ce sont les personnes qui sont les plus directement impactées, qui sont les victimes, en fait, de ce plan de réorganisation. Ce sont des personnes qui vont rentrer dans une phase d'incertitude qui peut toucher la sphère personnelle également, en plus de la sphère professionnelle, bien entendu. C'est une situation qui est génératrice de risques psychosociaux importants, avec, y compris, voilà, notamment sur les populations les plus fragiles, que ce soit à titre individuel, personnel, ou parce que leur employabilité est moins importante pour des raisons d'âge, de handicap, de niveau de diplôme, de bassin d'emploi plus ou moins favorable. Donc ça, ce sont des sujets qui sont voilà, très importants. Donc voilà, on était sur l'attention naturelle de l'ensemble des acteurs de ces projets de restructuration et également d'un point de vue juridique, à la fois parce que c'est les mesures d'accompagnement, les négociations des organisations syndicales vont prioritairement et sont sur les mesures d'accompagnement et les mesures de retour à l'emploi. Et c'est également la priorité des DRETS dans leur analyse des PSE. Pour autant, nous, ce que l'on voit et ce que l'on souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait qu'il doit y avoir une attention particulière à porter aux salariés qui restent dans l'entreprise. Parce que demain, l'entreprise fonctionnera avec ces personnes-là, avec ces salariés-là. Mais il ne faut pas oublier que c'est une situation qui peut être également traumatisante pour ces personnes-là.
le fait de rester, enfin de rester, de faire le choix ou de subir les difficultés financières d'une entreprise, bah, c'est un contexte de travail qui est difficile. C'est également la notion de charge de travail additionnelle. Les personnes qui partent avec le plan, bah, les missions ne disparaissent pas de ce fait-là uniquement. Et donc, on a aussi, dans le cadre des réorganisations, un surcroît de charge de travail pour les personnes qui restent. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. L'inquiétude aussi qui paraît de manière transversale dans les études que nous faisons et dans l'accompagnement que nous faisons régulièrement auprès de salariés, de représentants du personnel, c'est l'angoisse du fait que si leur restructuration, entre guillemets, ne suffit pas, il pourrait y avoir derrière une deuxième ou une troisième vague avec de nouveau des suppressions de postes et potentiellement avec des moyens financiers de l'entreprise qui se sont encore dégradés et donc des moyens d'accompagnement qui pourraient être de moins bonne facture que ce qu'il y a eu sur le plan, sur le premier. Et on a également un facteur qui est souvent plus difficile à percevoir, mais le fait que ces ressentis légitimes des salariés qui restent sont beaucoup plus rarement exprimés parce qu'ils ne sont pas exprimables, ils ne sont pas considérés comme entendables, y compris par ces personnes-là, parce ils peuvent être considérés par l'ensemble des salariés et par eux-mêmes comme des privilégiés, en fait. Ils conservent un poste, ils conservent un emploi, donc finalement, ils ne s'autorisent pas à exprimer ces difficultés. Et donc ça aussi, ça génère des risques psychosociaux particuliers. Et donc, voilà, il nous paraît important de repérer ces risques et de trouver les réponses adaptées pour ces salariés qui restent dans les entreprises. On parle de PSE depuis le début de ce webinaire, mais bien entendu, les autres formes de restructuration sont également concernées. Alors, vous voyez tout un tas d'acronymes, donc les plans de départ volontaire, les plans de sauvegarde de l'emploi, les ruptures conventionnelles collectives, les accords de performance collective et les accords de GPEC, donc avec un congé de mobilité. Donc là, c'est important d'avoir en tête que l'ensemble de ces restructurations au sein des entreprises génèrent des suppressions de postes, des départs en tous les cas de l'entreprise, qu'ils soient contraints ou pas, qu'ils soient ciblés par l'entreprise dans une réorganisation avec une cible ou beaucoup moins comme dans le cadre des PDV. Mais dans tous les cas, il y aura à se préoccuper de la situation des salariés qui vont rester et qui vont concourir au redressement ensuite de l'entreprise. On vous propose de répondre à une petite question voilà, donc qui n'est pas très gaie, mais en tous les cas, on se posait la question, est-ce que certaines d'entre vous ont déjà vécu des restructurations dans vos entreprises? Voilà, vous pouvez répondre sur le petit sondage qui s'affiche. On va voir ensemble ensuite voilà, le pourcentage d'entre vous qui ont été concernés par ces situations récemment. Ah oui, donc on a une majorité d'entre vous qui ont été concernés récemment, malheureusement, par des mesures de restructuration dans vos entreprises. Voilà, ce qui explique aussi peut-être votre attention particulière à ce sujet. Quelques éléments un petit peu plus juridiques sur les obligations qui sont faites aux entreprises, aux employeurs, de prendre en compte ces impacts d'une réorganisation, quelle qu'elle soit, sur la santé et sécurité des salariés. On est dans l'obligation de sécurité de l'employeur et qui se décline dans le cadre notamment des PSE sur ce qu'on appelle le livre 4, qui décrit les conséquences de la réorganisation sur la santé, sécurité et les conditions de travail. Et il est important de se rappeler que ces conséquences ne doivent pas être traitées que sur la mise en œuvre du projet, donc sur la cible organisationnelle post-PSE, mais bien également pendant la phase, ce qu'on appelle d'information-consultation, la phase de transition, la phase de mise en œuvre du projet. Donc ça, c'est important de le souligner et c'est un point de vigilance des DRETS. Il doit y avoir
dans le livre 4, une identification et une évaluation des risques, hein, comme on le voit dans ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, mais cette évaluation doit être faite unité de travail par unité de travail dans le cadre de ce projet. L'évaluation des risques, bien sûr, elle doit en découler une description des mesures de prévention, avec bien sûr une méthodologie qui doit être expliquée, qui doit être détaillée, et également l'analyse de la charge de travail, hein, qui doit également être détaillée, être chiffrée. Et bien sûr, derrière, l'employeur se doit de prévoir un certain nombre de mesures de prévention et de protection qui soient adaptées à cette analyse des risques qui est formulée. Quels sont les attendus des DREETS en matière de prévention des risques? Bien sûr, vous l'avez, malheureusement, certains d'entre vous l'ont déjà vécu récemment, et nous, c'est ce qu'on voit sur les dossiers qu'on accompagne. Les exigences en matière de prévention des risques professionnels sont croissantes. Hein, là, on vous met un petit extrait d'une présentation qui a été faite par la DREETS Île-de-France, et avec des décisions récentes, hein, du Conseil d'État qui datent d'il y a 2 ans, qui donne obligation aux DREETS de contrôler le livre 4. Hein, donc on ne contrôle pas seulement le motif économique du plan et les mesures d'accompagnement du point de vue social et retour à l'emploi, mais également ces analyses doivent porter sur le livre 4. Et les risques professionnels qui doivent être pris en compte ne sont pas les seuls risques psychosociaux. Hein, il y a également les risques physiques, hein, ça peut être les risques d'accident en cas de déménagement, par exemple. La prévention des risques professionnels doit porter sur 3 prismes: les actions de prévention, les actions de formation et la mise en œuvre derrière d'une organisation et de moyens adaptés à cette évaluation des risques. Il y a également dans les attentes le fait d'avoir un document unique spécifique pour le plan, avec un plan d'action également spécifique sur ces sujets-là. Ça peut être bien sûr des annexes au document unique et au plan d'action de prévention de l'entreprise, mais en tous les cas, il doit y avoir une spécificité sur le plan social. Et dernière exigence, et pas la moindre, l'analyse de la charge de travail doit être réalisée précisément, quasiment poste par poste, avec des éléments et des indicateurs qui sont chiffrés. On ne peut pas se contenter d'avoir, oui, la charge de travail, elle va être adaptée ou importante ou en surcharge de travail. Ça doit être fait sur la base d'indicateurs d'activité quantifiables. Merci, Hélène. Je poursuis avec un questionnement autour de qu'est-ce que peut apporter une consultation en ligne dans un contexte post-PSE. En vous présentant très brièvement, je crois que la slide, ah oui, c'est ça, le diapositive s'affiche avec un petit effet retard. Très brièvement, les métiers de Bluenov pour situer d'où je parle. Nous sommes une structure, une société spécialisée dans, je le disais en introduction, des consultations de salariés. Donc l'ensemble du corps social et voire l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise. On utilise dans notre jargon le terme consultation, même s'il a peut-être une autre connotation dans votre univers. Cela veut dire tout simplement des enquêtes ou des questionnaires, et la particularité, c'est d'organiser des questionnaires en ligne ou des débats en ligne qui visent à accompagner un plan stratégique, un projet de transformation, l'élaboration d'une raison d'être, d'une mission d'entreprise, des dialogues de parties prenantes, et bien sûr, dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, des accompagnements post-PSE. Très brièvement, dans la mesure où nous sommes une plateforme, c'est toujours important de voir à peu près à quoi ça ressemble. Nous avons développé un module d'enquête en ligne qui a la particularité d'être constitué de questions ouvertes, contrairement à la plupart des enquêtes en ligne, des enquêtes numériques qui sont
constitué essentiellement de questions fermées, parce que le traitement des questions fermées est évidemment beaucoup plus simple que le traitement des questions ouvertes. Le traitement des questions ouvertes nécessitant une analyse sémantique un peu poussée pour catégoriser les propos, les points de vue des répondants. Je préciserai un dernier aspect sur ce module de consultation. Il a été conçu dans un esprit d'inclusion, c'est-à-dire qu'il permet l'expression sous toutes ses formes, bien sûr par écrit, mais aussi par l'audio. Il est possible d'enregistrer un message et nous le convertissons en texte. Il est aussi possible, dans certains cas, de partager des photos ou des vidéos lorsque la question est pertinente, le sujet du questionnement est pertinent par rapport à une représentation visuelle d'une situation donnée. Je pense à des situations de déménagement d'entreprise, d'aménagement dans des locaux neufs, etc., etc. En termes d'interface numérique, nous mettons en avant des interfaces qui sont extrêmement personnalisables, souvent assez multimédia, permettant l'expression de l'ensemble des générations de salariés qui sont habitués à des interfaces de type réseaux sociaux et qui sont très multimédia. Et puis, dernier aspect, je vous le disais, nous sommes d'abord et avant tout un acteur de l'analyse sémantique. Sans entrer dans le détail technique, je précise qu'il est important d'analyser chacun des verbatims pour pouvoir cartographier l'opinion collective en réponse à une question ouverte qui permet d'établir ce qu'on appelle un référentiel, c'est-à-dire l'ensemble des thèmes qui sont exprimés par les répondants et qui sont catégorisés pour pouvoir cartographier l'opinion. Et puis, nous mettons en avant les consensus et les clivages, puisque tout le monde ne s'accorde pas sur un problème, une préoccupation ou une proposition, une solution. Il est important de mesurer, je dirais, l'état des dissensus et des consensus autour des questions posées. Et un dernier aspect de cette analyse sémantique qui est souvent intéressant quand on s'intéresse quand on se focalise sur l'avenir de l'entreprise et des salariés, c'est la capacité à venir extraire de dizaines de milliers, parfois centaines de milliers de verbatims, ce qu'on appelle les idées rares, les idées tout à fait singulières, qui ne sont pas du tout représentatives du corpus, mais qui peuvent permettre de faire émerger des points d'attention très particuliers ou des propositions un petit peu originales ou singulières. Voilà pour l'aspect, je dirais, interface. Puisqu'on s'intéresse à l'aspect, je dirais, graphique et visuel de l'expérience, j'ai extrait, dans ce que vous voyez sur la diapositive, une page anonymisée, bien sûr, mais du type de résultat que l'on permet de générer. Vous avez ici une catégorisation des réponses à une question sur les risques psychosociaux face à telle ou telle situation. Et vous voyez que nous sommes bien sûr en capacité de comparer par pays, par ligne d'activité, par type ou catégorie de site, l'ensemble des réponses qui permet de cartographier, vous le voyez, les éléments divergents, les éléments convergents. Et dans la diapositive suivante, vous avez un prototype de réponse à une question ouverte. En l'occurrence, la question était: qu'aimeriez-vous préserver et renforcer suite à tel ou tel événement? Eh bien, on catégorise le référentiel dont je parlais, on catégorise les réponses qui se sont exprimées spontanément, et vous voyez que 56% des répondants ont spontanément mentionné une réponse relative aux compétences et à l'expertise, alors que 27% ont mentionné le site et l'équipe française. Peu importe le détail et le contexte de cette consultation, c'est simplement pour vous montrer le degré de restitution, la nature de restitution de ces enquêtes. Et à droite des chiffres, on a
les idées les plus partagées ou les verbatims qui sont jugés les plus représentatifs des réponses. Voilà pour un exemple de restitution. En termes de synthèse de notre expérience en matière de consultation post-RSE, je souhaitais vous partager quelques déterminants, quelques enseignements issus d'un questionnaire qualitatif en ligne. Je précise que ces questionnaires, ils sont massifs, c'est-à-dire qu'ils visent à toucher l'ensemble des salariés d'une entreprise. Alors, peut-être quelques centaines de personnes, mais ça peut être quelques milliers ou quelques dizaines de milliers. Et dans certains grands groupes, on dépasse les 100 000 répondants. Donc, vous voyez qu'on peut assez rapidement atteindre des nombres de verbatim, parce que les gens s'expriment plusieurs fois, ils répondent à plusieurs questions, ils peuvent même répondre plusieurs fois à la même question, ce qui explique, disons, l'inflation des chiffres. Mais en ce qui concerne les enseignements de ce type de consultation post-RSE, premier aspect, eh bien, il nous semble effectivement important, comme Hélène l'a rappelé, de mettre la focale sur ceux qui restent pour permettre de faire un état des lieux, et il n'y a rien de plus, je dirais, efficace pour établir un état des lieux que de prendre le pouls de la situation de manière, encore une fois, parfaitement qualitative et spontanée, et non pas compter sur des questions fermées qui proposeraient des solutions pré-identifiées ou des options préidentifiées. Donc on le fait pour identifier clairement les appréhensions, les préoccupations, les irritants, les questionnements éventuels. On est dans une logique d'état des lieux. Souvent, on structure ce type d'enquête autour de 4 grandes rubriques, mais évidemment, elles sont complètement à la main des CSE ou des organisations qui souhaitent déployer ce type d'enquête. Mais on met souvent l'emphase sur les compétences, sur l'organisation du travail, sur les outils de travail et sur la charge de travail. Un point important, ou en tout cas un point de référence pour fixer la nature des questionnements, nous, on a l'habitude de retenir des questionnements sur un mode latourien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait référence souvent au philosophe Bruno Latour pour structurer quelques questions autour de la prédisposition au changement. Et cette prédisposition, elle doit être consentie par les parties prenantes. Et c'est la raison pour laquelle, fréquemment, les 4 questions que vous voyez là, quelles conditions doivent être réunies pour que l'on puisse changer ou poursuivre l'activité, de quoi avons-nous besoin, nous, salariés, pour pouvoir modifier les manières de faire, quels sont les renoncements qui sont acceptables, hein, qui peuvent être considérés, quels sont, à contrario, les attachements fondamentaux, c'est-à-dire les éléments que l'on souhaite absolument voir pérennisés ou préservés. Voilà, ce type de questionnement, qui est peut-être un peu plus issu d'une culture politique, permet d'avancer et de faire s'exprimer les salariés. Autre élément, on tourne souvent l'enquête vers de l'idéation, c'est-à-dire de la génération d'idées. Une restructuration est souvent une occasion de redéfinir des modes de fonctionnement. C'est la raison pour laquelle on ne s'interdit pas, au contraire, de demander aux salariés quelles sont les propositions pour bien rebondir et pour réaménager, trouver des solutions opérationnelles concernant les 4 rubriques que j'évoquais il y a quelques instants, les compétences, l'organisation, les outils, la charge de travail. Souvent, une place est importante, ça va dépendre bien entendu des secteurs, mais une place importante est faite à la digitalisation et au rôle de l'IA, de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas toujours vrai évidemment, mais certains métiers ne s'y prêtent pas, mais de plus en plus de métiers y sont confrontés. Autre aspect de ce type d'enquête, c'est que c'est l'occasion, en période de restructuration, de repenser le sens du travail et la mission collective, sociale et sociétale.
On s'intéresse bien sûr à la qualité des conditions de travail, mais on s'intéresse aussi à la qualité du travail en tant que tel, et le sens que l'on peut trouver dans ce travail. C'est la raison pour laquelle ce type de questionnaire est l'occasion de réinterroger le sens de l'action, la raison d'être même de l'entreprise et de la mission. Au passage, ça nécessite une fine compréhension des collectifs de travail. On se rend compte du fait que la notion de collectif de travail n'est pas forcément une notion très évidente, elle est assez relative, elle peut être subjective, et ça permet de bien détourer le périmètre des collectifs de travail. Et puis enfin, eh bien, c'est souvent l'occasion, post-PSE, de renouveler la mission de l'entreprise ou la mission de la division concernée, voire même du site concerné. Et puis, derniers éléments, ce type d'enquête permet aussi de mesurer la confiance des salariés accordée à la stratégie même et à l'avenir d'organisation. On s'insère post-PSE en général dans un nouveau plan stratégique, et ce plan stratégique nécessite un consentement des parties prenantes, et singulièrement des salariés, pour un développement que je qualifie d'apaisé, parce que à partir du moment où il est consenti, il peut se déployer de manière un peu plus harmonieuse. Ce consentement, il doit être mesuré, et il doit être mesuré d'une manière opposable. Ça veut dire quoi, opposable? Ça veut dire qu'on est capable de montrer quels sont les verbatims qui ont été collectés post-analyse, hein, pour objectiver le niveau de consentement, ou au contraire, l'absence de consentement. Voilà pour cet aspect de projection et de mesure du niveau de confiance. Et je terminerai en disant que ce type de questionnaire ou d'enquête post-PSE peut être barométrisé, c'est-à-dire transformé en un baromètre annuel, semestriel ou biannuel, hein, la périodicité est à discuter, mais une consultation en ligne, de par son caractère massif et de par l'exposition de l'ensemble des salariés à des questions auxquelles ils ont répondu, ce questionnaire-là est une mesure à un instant T. On peut établir un T0, un référentiel T0, qui va être mesuré à période régulière et dont on va estimer les décalages dans le temps, les écarts et les actions correctives comme un baromètre standard. Je précise et je conclue là-dessus en disant que la véritable novation de cette proposition-là, c'est de proposer un baromètre qualitatif, c'est-à-dire composé de questions ouvertes. Et parce que l'analyse des réponses à ces questions ouvertes a été référencée, catégorisée, elle peut être comparée tous les ans ou tous les 6 mois, terme à terme. Voilà pour quelques enseignements que je souhaitais mettre en avant aujourd'hui. Merci. Donc, je terminerai voilà, avec, en essayant modestement de répondre à cette question. C'est quoi les leviers en fait, d'action quand on est représentant du personnel et qu'on est confronté à cette situation? Déjà, se persuader que les représentants du personnel ont toute légitimité à s'emparer de ce sujet et à questionner le projet de l'entreprise, y compris du point de vue des conditions de travail des salariés qui restent. Hein. Bien sûr, on voit bien que le Code du travail vous donne légitimité à aller sur le sujet de l'accompagnement, de la négociation principalement des plans sociaux. Mais il y a également cette dimension-là des salariés qui vont rester dans l'entreprise. Donc, on vous propose quelques axes de travail et quelques points de référence. Déjà, il y a la possibilité d'inclure dans une négociation d'accord de méthode le fait d'avoir des moyens d'investigation sur le terrain. Ça veut dire quoi l'investigation sur le terrain? Ça peut être, comme Franck le présentait à l'instant, aller chercher de l'information par le biais d'une consultation, par le biais d'un questionnaire. Ça peut être aussi le fait d'aller à la rencontre directement des salariés par le biais d'entretiens avec l'ensemble des personnes, que leur service, que leur poste soit supprimé ou pas. Ça peut être également le fait de se faire accompagner par un expert auprès des CSE
qui va être en capacité de travailler dans cette situation de crise, idéalement qui connaissent déjà votre secteur d'activité. Ça aussi, c'est un élément important. Ça permet, le temps est très contraint, hein, dans le cadre de la négociation et de la mise en œuvre d'un plan social. Donc effectivement, cette notion-là de connaissance du secteur d'activité, elle va être primordiale. Et du point de vue des conditions de travail, et notamment de celles et ceux qui restent dans l'entreprise, quelques thèmes à avoir en tête. L'analyse de la charge de travail, bien sûr, ça on l'a dit, c'est important, c'est essentiel. À la fois l'analyse de la charge de travail des postes supprimés, hein, des tâches et des missions qui sont confiées à ces salariés-là, et de celles et ceux qui vont récupérer demain, après le plan, ces tâches supplémentaires. Voilà, l'analyse également des renoncements, hein, on l'évoquait plus tôt, c'est voilà, de vérifier l'adéquation en fait demain de la charge de travail des personnes qui vont rester. Mais si on regarde ça d'un point de vue quantitatif, il faut également le regarder du point de vue qualitatif, du point de vue des compétences. Est-ce que demain, les personnes qui vont rester dans l'entreprise, avoir peut-être des missions complémentaires, est-ce que les compétences ils les ont, et sinon, de quelle manière est-ce qu'on accompagne la montée en compétences nécessaires pour l'avenir? Il y a bien entendu l'analyse de l'exposition aux facteurs de risque psychosociaux avant, pendant et après la mise en œuvre du plan. Il y a également la dimension des risques physiques, hein, qui n'est pas à négliger dans ces circonstances-là. Un focus important, c'est souvent c'est ce qu'on voit nous dans l'analyse des livres 4, la phase de transition est souvent oubliée en fait, ou très peu décrite, et cette phase de transition, intrinsèquement, elle génère une charge de travail supplémentaire qui doit être prise en compte et qui doit être analysée, et voilà, et les postes, le rythme de suppression des postes doit en tenir compte. Et également, un point qui est important et qui est quasiment jamais existant, c'est quelles sont les marges de manœuvre ensuite, une fois que le plan est mis en œuvre, pour pouvoir l'ajuster. C'est-à-dire quel est le retour d'expérience que l'entreprise va pouvoir réaliser pour se dire après coup, est-ce que le projet est adapté en fait à la situation, aux enjeux de l'entreprise? Est-ce que les effectifs sont adaptés? Et quelles possibilités on a éventuellement d'adapter à la suite de la mise en œuvre du projet. Donc voilà quelques questions qu'on voulait balayer avec vous. On en a quasiment terminé avec cette présentation. Donc avant qu'on prenne les questions, voilà quelques petits rappels. Vous avez également la possibilité, bien sûr, d'activer votre droit à la formation. Donc voilà, avec un certain nombre, on a également au sein du groupe un organisme de formation qui peut être à vos côtés sur ces sujets-là. Et vous trouverez en fin du support, donc une nouvelle fois, peut-être les personnes qui nous ont rejoint un petit peu plus tard, le support vous sera adressé. Vous avez les points de contact en fait dans l'ensemble de nos bureaux sur l'ensemble de ces sujets. Et un dernier petit point, donc ces webinaires, nous en partageons un avec nos clients et les personnes qui sont intéressées tous les jeudis à 11h. Donc vous avez la possibilité d'aller vous inscrire directement sur notre site internet. Je vais arrêter le partage, et comme ça on va pouvoir prendre vos questions directement dans le fil de la conversation. Alors, j'arrive pas à les lire, il faudrait que tu m'aides, c'est trop petit là. Alors, N'hésitez comment? Ouais, il y a une première question, je remonte le fil de discussion. Comment faire pour faire évaluer la quantité de travail par rapport aux salariés impactés? Alors ça, c'est de la responsabilité de l'employeur, hein, dans le cadre de son obligation de sécurité à l'égard des salariés. Donc ensuite, ça va dépendre justement, hein, de votre secteur d'activité. On n'évalue pas tout à fait de la même manière l'activité d'un salarié qui intervient soit dans le secteur tertiaire ou sur une mission
plus administrative que quelqu'un qui est sur un poste plus en production, que ce soit dans l'industrie, dans la logistique ou dans, voilà, dans plein d'autres secteurs, dans le transport également. Donc oui, c'est de la responsabilité de l'employeur. La difficulté et l'enjeu pour que ça soit pertinent, pour que cette charge de travail elle soit pertinente, c'est de trouver les bons indicateurs liés à l'activité et de s'intéresser à l'ensemble des dimensions, hein, la charge de travail, ce qu'on appelle la charge de travail prescrite, mais également la charge de travail réelle, hein, donc qu'est-ce qui se passe réellement dans l'entreprise. Et ça, il n'y a pas, voilà, il y a qu'un seul moyen de le faire, c'est de le faire avec les salariés, hein, et en s'appuyant sur les représentants du personnel. Donc, je ne vais pas pouvoir, vous êtes probablement de secteurs d'activité divers et de tailles d'entreprise variées. Donc, ça va vraiment devoir s'adapter à chaque situation. Mais dans tous les cas, c'est la responsabilité de l'employeur de procéder à cette analyse. Et l'expert du CSE, quand il est désigné pour accompagner l'instance dans le cadre d'un PSE, va s'assurer justement de la pertinence, déjà de la présence de cette évaluation et ensuite de sa pertinence. Alors, il y a une autre question. L'expert accompagnant un CSE n'intervient-il que pendant les 2 mois de la consultation d'un PSE ou cela peut-il s'étendre après? Alors, d'un strict point de vue juridique, effectivement, la mission de l'expert, elle est encadrée, effectivement, en termes de délai entre ce qu'on appelle la R0, hein, donc la première réunion où l'entreprise, l'employeur va venir devant les instances, et effectivement la fin du PSE. Pour autant, au niveau du cabinet, nous, on estime que notre mission, elle ne s'arrête pas au moment où la négociation est terminée. Et bien sûr, on continue d'accompagner les CSE, les organisations syndicales de l'entreprise après. Et on l'a vu, hein, notamment pour avoir des éléments d'accompagnement, des éléments d'information auprès de celles et ceux qui vont rester dans l'entreprise. Et une autre question sur... Alors, je remonte un tout petit peu le fil de discussion, pardon. En tant qu'élu, que faire lorsque la suppression de poste n'est pas officielle? Ah, ça, c'est une vaste question. Effectivement, vous avez été plusieurs dans le fil de conversation à soulever ces sujets-là. En fait, voilà, il va falloir déjà que vous puissiez constater les départs plus ou moins contraints dans l'entreprise, de façon à pouvoir faire ensuite éventuellement reconnaître le fait que l'employeur aurait dû procéder à la négociation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc ça, voilà, il y a plusieurs éléments. Vous allez avoir les informations que vous avez, alors mensuellement ou bimestriellement au niveau de votre CSE, la présentation des effectifs que l'employeur doit réaliser auprès de vous. Vous avez également la possibilité, par le biais de l'expertise sur la politique sociale de l'entreprise, hein, qui permet de faire un suivi des effectifs. Vous allez pouvoir effectivement constater, officialiser, quantifier la diminution des effectifs. Et ensuite, effectivement, il y a un travail à faire en accompagnement pour pouvoir faire reconnaître en fait le fait qu'il y aurait dû y avoir éventuellement un PSE au niveau de l'entreprise. Mais vous avez déjà des leviers pour objectiver cette situation, hein, et je pense principalement à la consultation sur la politique sociale au sein de l'entreprise. Je crois qu'il y avait une question également sur les budgets, enfin le budget, enfin comment sont payés les honoraires de l'expert. Donc effectivement, la prise en charge se fait principalement par le biais du comment dire, de l'entreprise et de l'employeur. À l'accompagnement, ah oui, pardon, c'est l'accompagnement après. Alors, l'accompagnement après le PSE, ça peut se faire justement par la désignation d'un expert pour l'analyse de la situation économique et financière de l'entreprise,
et ou des orientations stratégiques, hein, le plan stratégique de l'entreprise après le PSE, et ou, comme je vous l'ai dit précédemment, de la politique sociale de l'entreprise. Et donc là, ce sont des expertises légales dont la prise en charge est là aussi faite par l'employeur et non pas par le budget du CSE. Donc ça, c'est une possibilité effectivement qui vous est ouverte du point de vue légal. Alors, une autre question, mais les sondages après sur les employés restants peuvent avoir été prévus dans les livres et relevés de l'employeur ou c'est le CSE qui doit lancer? Alors ça peut effectivement avoir fait l'objet d'une négociation. Quand on vous disait effectivement que c'était important d'essayer de négocier dans la mise en place du PSE au niveau notamment des mesures du livre 4. Donc oui, effectivement, ça peut rentrer ce que vous présentez, Franck, hein, le fait d'avoir un genre de baromètre en fait de l'état d'esprit des salariés pendant la réorganisation et après la restructuration. Oui, bien sûr, ça peut faire partie des mesures d'accompagnement et auquel cas c'est pris en charge par le budget de l'entreprise. Alors, on a une dernière question. Un salarié en ALD peut-il faire partie d'un PSE? C'est une bonne question. Là, malheureusement, je vais devoir demander à nos collègues juristes. Je préfère ne pas vous dire de bêtises. Alors, avec un commentaire qui fait référence à la question précédente sur le sondage, sauf que nous, on a la consultation éco et stratégique déjà lancée cette année. Il nous reste que la politique sociale, mais va se faire en même temps que le PSE. La politique sociale, ça va être. Vous avez effectivement la possibilité d'avoir dans la même temporalité la consultation sur la politique sociale et l'accompagnement sur la négociation et sur le rendu d'avis sur le PSE. Donc ça, effectivement, c'est une possibilité. On peut mener les deux de front. De toute façon, les deux missions vont se répondre l'une l'autre. Et ça peut être aussi intéressant de faire une analyse sur la politique sociale l'année prochaine, hein. Donc, ça permet de faire un état des lieux post-réorganisation, post-restructuration. Donc, ça aussi, ce sont des analyses que nous on est en capacité de réaliser et qui vont être bien sûr l'un des sujets les plus prégnants de l'analyse de la politique sociale de l'année qui suit un plan social. Alors, on a, semble-t-il, la réponse par rapport à la question, un salarié en ALD peut-il faire partie d'un PSE? Réponse oui, dit un participant. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions dans le fil de conversation. Est-ce que vous auriez une dernière interrogation à partager? D'être le cas. Donc, écoutez, on va Tu as dû être très clair, a Oui, bon, priori. je l'espère. En tous les cas, n'hésitez pas si certains ou certaines d'entre vous souhaitent qu'on puisse reprendre contact, hein. Il y a eu une petite question qui était dans le fil de la conversation. Sans venir. Je ne suis pas sûre de comprendre l'interrogation. En tous les cas, on vous remercie tous et toutes pour cette belle participation. On espère que voilà, vous avez pu réfléchir avec nous sur ce sujet important et on vous donne rendez-vous donc jeudi prochain à 11 h avec nos collègues qui animeront le prochain webinaire. Très bonne fin de journée. Merci à vous. Belle journée à vous. Au revoir.